Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. C'est leur premier tête-à-tête depuis l'avènement de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Le chef de l'exécutif américain a tenu une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. Au menu, l'harmonisation des relations entre Washington et Pékin, alors qu'ils sont confrontés à des défis planétaires et des dossiers épineux comme la question de Taïwan. En Guinée, l'annonce des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé et plus de 180 anciens hauts dirigeants continue de susciter des réactions. Nous les suivrons dans ce journal avec notre correspondant à Conakry. Et nous ouvrons ce lundi notre série de reportages sur la Coupe du Monde Qatar 2022 et la participation des équipes africaines. Première escale ce soir, le Cameroun, où les Lions indomptables ont entamé leur préparation depuis octobre dernier. Nous vous le disions en titre, les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping se sont rencontrés ce lundi à la veille du sommet des 20 plus grandes économies du monde, dans un contexte international tendu, particulièrement avec les récentes menaces de la Chine contre Taïwan et les déclarations de Biden concernant la défense de l'île nationaliste revendiquée par Pékin. Il s'agissait avant tout de trouver un modus operandi pour prévenir toute escalade, tel que nous l'explique Gaby Dorsil. Ce face-à-face sur l'île indonésienne de Bali à la veille du sommet du G20 était très attendu dans les deux camps. Il s'agissait avant tout d'éviter un conflit entre ces deux puissances mondiales, ce que Joe Biden a cherché d'entrée de jeu. Vous et moi avons eu un certain nombre de conversations franches et utiles au fil des ans et depuis que je suis devenu président également. Vous avez eu la gentillesse de m'appeler et de me féliciter et je vous ai également félicité. Et je crois qu'il n'est pas facile de remplacer les discussions face à face. Compétition, oui. Conflit, non. Pour le président américain, le choix est clair, en dépit des divergences entre Washington et Pékin. De son côté, Xi Jinping s'est dit prêt à un dialogue sincère sur les questions stratégiques, car les deux pays doivent trouver la bonne direction. La situation actuelle à laquelle sont confrontées les relations entre la Chine et les États-Unis est une source de préoccupation pour nous tous. Cette situation ne correspond pas à l'intérêt des peuples de nos deux pays et ne répond pas non plus aux attentes de la société internationale. L'entretien de lundi en marge du G20 a des relents de guerre froide et la Maison-Blanche a évoqué la nécessité d'établir les lignes rouges des deux pays pour disposer de garde-fous et éviter le basculement vers un conflit. Autres objectifs. Le monde attend, je crois, de la Chine et des États-Unis qu'ils jouent un rôle clé et qu'ils relèvent les défis mondiaux des changements climatiques à l'alimentation et à la sécurité pour que nous puissions travailler ensemble. Les États-Unis sont tout simplement prêts à le faire, à travailler avec vous si c'est ce que vous souhaitez. Ces 3 dernières années, la rivalité entre les deux plus grandes économies mondiales s'est intensifiée à mesure que la Chine gagnait en puissance et en assurance, remettant en question le leadership américain et la donne géopolitique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Chine refuse de condamner l'invasion russe et il y a des mésententes sur divers points, droits humains, commerce, sans oublier le statut de Taïwan. Biden veut aussi que Pékin joue de son influence pour modérer les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. C'est la première rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping depuis l'arrivée de Biden à la présidence américaine il y a bientôt 2 ans. Sur un autre front, la conférence mondiale sur le climat se poursuit jusqu'à vendredi à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Mais le président de la COP27 prévient qu'il reste beaucoup de travail pour surmonter les divisions entre pays riches et pauvres. Les pays en développement réclament notamment plus d'argent aux pays riches qui n'ont pas respecté leur promesse de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide destinée à la réduction des émissions et à l'adaptation aux impacts. Il revendique en outre la mise en place d'un mécanisme spécifique pour faire face aux pertes et dommages déjà subis. Ici aux États-Unis, la vague rouge projetée par le Parti républicain aux élections de mi-mandat ne s'est pas matérialisée. Les démocrates conservent donc le Sénat, alors que pour l'heure, les républicains semblent se rapprocher de la majorité à la Chambre des représentants. Mais les résultats de certaines courses ne sont toujours pas connus. Arash Arabazati de la VOA nous en dit plus. C'est un récit signé Jacques Aristide. La sénatrice Catherine Cortez Masto, la première femme du Nevada et la première hispanique jamais élue au Sénat, a battu sur le fil le républicain et ancien procureur général de l'État Adam Laxalt. Cette victoire permet aux démocrates de contrôler au moins une chambre du Congrès américain au cours des 2 dernières années de l'actuel mandat du président Joe Biden. Du coup, Chuck Schumer, le sénateur démocrate de New York, va demeurer le chef de la majorité à la Chambre haute. Lors de son voyage au Cambodge, le président Biden n'a pas manqué de le féliciter. Félicitations au sénateur Schumer. Il a de nouveau la majorité et nous nous concentrons maintenant sur la Géorgie. Nous nous sentons bien et je sais que je suis un peu trop optimiste. Je comprends cela, mais je ne suis pas surpris du taux de participation. Je suis incroyablement satisfait de la participation et je pense que c'est le reflet de la qualité de nos candidats. La qualité des candidats a été un thème récurrent lors du scrutin. Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ayant critiqué les candidats de son propre parti. La qualité de candidat compte. Il y a un sentiment d'extrémisme avec lequel beaucoup de républicains ont été décrits, à juste titre ou non. En tant qu'Américains, nous devons lutter contre l'extrémisme en ce moment, et je pense que c'est exactement ce que vous avez vu. En Pennsylvanie, le célèbre médecin Mehmet Oz, candidat républicain soutenu par Donald Trump, a perdu la course au Sénat face au démocrate John Fetterman. Et dans l'Arizona, Blake Masters, également appuyé par l'ancien président, a lui été battu par le sénateur démocrate Mark Kelly. Je suis tellement honoré que l'Arizona m'a confié la charge de représenter notre État au Sénat des États-Unis pour 6 ans de plus. Avec 50 sièges, les démocrates contrôlent effectivement le Sénat, la vice-présidente Kamala Harris disposant du pouvoir de départager les élus. En Géorgie, le républicain et ancienne vedette du football américain Herschel Walker et le sénateur démocrate Raphaël Warnock se dirigent vers un second tour de l'élection sénatoriale prévue le 6 décembre. Pour ce qui est de la Chambre des représentants, tous les résultats complets ne sont pas encore connus, mais les républicains semblent pour l'heure se rapprocher des 218 sièges requis pour arracher la majorité. Quel que soit le résultat, nous sommes sur la bonne voie pour diriger notre pays vers de meilleurs horizons, alors que le camp opposé l'amenait vers le bas. Quel parti va finalement contrôler la Chambre des représentants? Le décompte des voix se poursuit et pourrait prendre encore des semaines. Et on en vient à présent au Burkina Faso, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré hier dimanche les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. Au menu, la situation actuelle du pays en proie aux attaques terroristes récurrentes. Dans un franc-parler, le chef de l'État a reconnu qu'une bonne partie du territoire est sous le contrôle des djihadistes. Tout le monde en est responsable, affirme le capitaine Traoré, qui a appelé les Burkinabés à une introspection et à un mea culpa sur la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Omaha, dans le Nebraska, ici aux États-Unis, Dacier Debidunte, analyste politique. Du point de vue de la forme, il faut dire qu'il a montré que le militaire, d'abord, ce n'est pas celui-là qu'on croit de façon générale en Afrique. Le militaire, c'est quelqu'un de pondéré,
d'intelligent, d'observateur et aussi quelqu'un qui milite pour le développement, en ce sens que du point de vue langage, tout calmement, il appelle la situation dans un langage vraiment académique et simple aussi, ce qui a permis aux gens de vraiment bien comprendre la réalité. Maintenant, effectivement, il a tenu un langage de vérité. Depuis, en tout cas, Thomas Sankara et les propos de Laurent Gbagbo, on n'a pas vu un homme politique qui a eu le courage de dire au Burkinabé ce qu'il a dit. Quand il dit qu'on est méchant, et il dit qu'on est tous responsables et même bien d'autres réalités. Donc, je pense que c'est un langage de vérité. Il a eu le courage de dire, en tout cas, ce qui se passe exactement dans notre pays. Quand il dit, par exemple, quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que le territoire est presque perdu, l'impact, c'est positif ou négatif sur les populations? Je pense que c'est négatif sur les populations. Parce que même dans la salle, quand il a parlé, vous voyez le visage de tout le monde a changé. Les gens étaient étonnés. C'est comme si c'est aujourd'hui que ces jours-là que les Burkinabés découvraient c'est quoi exactement le terrorisme et quels sont ses impacts. Donc c'est à partir de ces jours que les Burkinabés découvrent réellement les impacts du terrorisme, d'autant plus qu'aucun leader politique n'avait tenu ce langage. On disait aux gens, ça va aller, on fait les cérémonies funéraires et puis c'est tout. Donc, avec ce qu'il a tenu, je pense que ça a choqué les Burkinabés et en même temps, c'est une interpellation sur les réalités qu'il a peint, par exemple, la disparité dans le développement. Le capitaine Traoré a peint deux Burkinas apparemment différents, le Burkina des villes et celui des régions. Oui. Et pour lui, le sous-développement à l'intérieur du pays a grandement favorisé l'expansion du terrorisme sur le territoire. Absolument, mais ce n'est pas l'argument phare qui fait qu'on a connu le terrorisme. Mais il faut reconnaître que sur le terrain, il y a cette disparité. C'est comme une sortie aussi désemparée. Tout le monde est choqué. Mais on fait quoi? Il a posé une problématique. C'est ce qu'il devait faire avant la mise en place du gouvernement pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'il faut aller ensemble pour régler ces problèmes. Je vous donne un exemple. À Kpéré et à Batié, la province du Numbiel, les gens ont plus le réseau ghanéen que le réseau burkinabé, du point de vue téléphonique. Comment vous pouvez comprendre ça? Tu vas à Batié ou à Kpéré, mieux vaut payer une puce ghanéenne que de payer une puce burkinabé. Parce que le réseau ghanéen est plus dans ces zones-là. Donc vous voyez comment le monde rural peine à se reconnaître dans un pays. Alors, en présent en Guinée, où l'ex-président Alpha Condé et plus de 180 anciens hauts dignitaires sont visés par la justice pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, entre autres. Notre correspondant Zakaria Camara a recueilli des réactions des Guinéens à Conakry sur les poursuites ordonnées par le ministre de la Justice contre l'ex-président et ses anciens collaborateurs. L'annonce des poursuites judiciaires contre Alpha Condé n'a pas été bien accueillie par ses partisans. Ce jeune militant pense que ces injonctions visent à affaiblir le RPG arc-en-ciel. Nous, on n'a aucune crainte. Cela ne nous fait ni chaud ni froid. Le professeur Alpha Condé, il est serein et tranquille. Personne ne pourra l'effrayer, personne ne pourra l'intimider ici. Il va continuer son combat, il va revenir restructurer le parti. Et nous allons continuer notre combat politique. L'ex-président et plusieurs autres sont également accusés de faits présumés de faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics, entre autres. Pour ce jeune chercheur, nul n'est au-dessus de la loi. On doit rendre des comptes, on doit expliquer aux citoyens comment est-ce que le budget qui vous a été affecté, comment il a été utilisé. Donc c'est extrêmement important pour la bonne gouvernance, pour la transparence dans la gestion de la chose publique. La junte au pouvoir en Guinée fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités, mais reste à rassurer l'opinion publique. Ça reste un défi fondamental pour la CRIEF, qui est un bel instrument donc de répression des crimes économiques et financiers. C'est un bel instrument, c'est une belle invention qui a été donc mise en place. Après, le défi, comme je l'ai dit, reste celui fondamentalement de rassurer. Et ceci va de soi avec la façon de travailler. Ça va être aussi dans la transparence et l'égalité dont fera montre la CRIEF. Et je pense que c'est à ce niveau où le travail devra être fait pour éviter justement que cela ne soit perçu comme étant un tribunal politique.
Parmi les personnalités visées par les procédures judiciaires, il y a l'ex-premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana, en détention préventive plusieurs mois. Alpha Condé, lui, poursuit son séjour médical en Turquie. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. De corruption, il en est également question au Ghana où le président Nana Akufo-Addo a limogé son secrétaire d'État aux Finances, Charles Addo Boahem, visé par des accusations de corruption dans un documentaire sur l'exploitation illégale d'or. Le documentaire Galamsey Economy, dont il est question, a été réalisé par le célèbre journaliste d'investigation Anas Aremaya Anas. Selon quelques extraits qui ont fuité, Charles Addo Boahem réclame près de 200 000 $ à des investisseurs pour les remettre au vice-président. Cette affaire intervient au moment où le président est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise économique. Le Ghana, déjà accablé par une forte dette, cherche à obtenir un crédit de 3 milliards de $ auprès du FMI pour faire face à l'inflation record de 40% et à l'effondrement de sa monnaie, le cedi. La situation dans l'est de la RDC inquiète. Des combats intenses entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 sont signalés à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. C'est dans ce contexte que la communauté des États d'Afrique de l'Est annonce des pourparlers de paix sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces pourparlers sont annoncés pour le 21 novembre à Nairobi. Cette date a été annoncée au terme de la visite à Kinshasa de Uhuru Kenyatta, l'ancien président kényan facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui a rencontré le président Félix Tshisekedi hier dimanche. Par ailleurs, le président angolais et médiateur de l'Union africaine, Joao Lourenço, a rencontré séparément vendredi et samedi ses homologues rwandais et congolais. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Le bilan du président Tshisekedi en matière de lutte contre la corruption est très mitigé. C'est la déclaration de Jean-Jacques Lumumba, banquier et lanceur d'alerte congolais, de passage ici à Washington, D.C. Dans une interview accordée à Marius Muhunga, Jean-Jacques Lumumba revient notamment sur le processus électoral en cours en RDC, la guerre dans l'est du pays et ses ambitions politiques. Je crois que le bilan est très mitigé parce qu'aujourd'hui, je loue le travail que fait l'IGF parce qu'elle fait des rapports. Ces rapports arrivent sans doute à la justice, mais malheureusement, il n'y a pas un suivi qui est fait. La Cour des comptes n'a été réhabilitée qu'il y a de cela quelques mois. Les juges viennent de prêter serment, mais il manque encore des financements. Nous appelons de tout notre vœu l'avènement du parquet financier avec des juges et des enquêteurs bien formés. Est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées aujourd'hui en RDC? Je crois qu'en termes de courage politique, il y a des avancées. Mais en termes de réalisation, beaucoup de choses traînent encore le pas. Vous savez, la corruption, il ne suffit pas que de dénoncer les choses, mais il suffit de faire en sorte que les choses puissent pouvoir aller. Je félicite l'action que l'IGF a menée grâce à nos révélations. Et quand vous parlez IGF, vous parlez du pouvoir en place d'une certaine façon. Exactement, bien évidemment, parce que ça dépend de la présidence de la République. Il a fallu 6 ans pour que les dénonciations que nous avons faites en 2016 puissent porter les fruits grâce à l'inspection générale des finances pour qu'une société et une banque que nous avons indexée puissent accepter finalement de commencer à payer de l'argent. Depuis un temps, on sent que vous voulez vous lancer en politique, mais
Des fois, vous hésitez. Qu'est-ce qui vous fait autant hésiter? Je crois que ce n'est pas de l'hésitation comme telle et je ne pense pas que ce soit de la politique. C'est vrai, vous savez ce que je fais depuis des années aujourd'hui, un impact politique important. Le nom que je porte a une influence et une consonance politique importante. Vous en profitez bien. Je ne dirais pas que j'en profite ou que j'en profite pas, mais au moins ça fait en sorte que peut-être que ce que je porte comme message puisse avoir un peu plus d'attention. Mais je suis un Congolais et tout ce que je fais, je ne le ferai que pour l'intérêt du Congo et pas pour un intérêt quelconque. La preuve, je ne vise pas un mandat électoral, je ne serai peut-être pas dans les prochaines élections qui arrivent candidat dans quoi que ce soit, même si Vous dites peut-être pas, c'est que ça veut dire que vous n'êtes pas encore décidé. Je ne parlerai pas de pas encore décidé, mais je ne me vois pas en train de mener campagne lors des prochaines élections. Je ne me suis pas préparé à ça et je n'ai aucunement une idée dans ça. Mais ce qui est vrai, ce que je peux affirmer dans votre plateau, c'est que je soutiendrai une vision. Je prendrai une vision claire de ce que je pense pour le Congo. J'ai parlé des questions économiques et de la vision que j'ai pour mon Congo et pour le peuple qui doit retrouver du travail. Et ça, je le ferai sans me cacher. Jean-Jacques Lumumba, merci beaucoup. Vous pourrez bien sûr suivre l'intégralité de cet entretien sur notre site internet voafrique.com et sur toutes nos plateformes sur les réseaux sociaux. En Afrique du Sud, les exploitations minières sont menacées, mettant un frein à la transition vers l'énergie plus verte. Employant plus de 100 000 personnes et représentant 80% de la production d'électricité, le charbon pèse lourd dans la vie des Sud-Africains. Les détails avec Ginny Niwa. Les mines sont l'un des secteurs qui embauchent le plus, avec près de 100 000 emplois et 80% de la fourniture d'électricité. Mais l'avenir de cette industrie excessive en émissions de carbone est menacé. Je pense qu'au cours de notre vie, il ne sera pas possible de s'éloigner totalement du charbon. Je ne pense pas. Je pense que nous avons besoin de mettre en place un double système charbon et énergie verte, ce qui augmentera la capacité parce que ce que nous avons vu, c'est que nous manquons de capacité avec le niveau de délaissage que nous avons. De plus, avec les réserves qui sont encore dans le pays, il y a encore beaucoup de réserves qui ont besoin d'être extraites et ensuite brûlées pour l'électricité. Je pense qu'une double approche sera plus efficace que de couper totalement le charbon. Des études récentes suggèrent que le passage au vert permettra de créer plus d'emplois que d'en perdre. Mais cela ne se fera pas sans douleur. Les syndicats sud-africains s'inquiètent que les pertes d'emplois ne soient pas compensées par des embauches dans le renouvelable. Le chômage dépasse déjà les 30% dans le pays. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de mines et elles emploient beaucoup de gens. Si elles devaient fermer, beaucoup de gens seraient en difficulté. Donc, les mines sont très importantes dans nos vies, surtout le charbon, parce que nous faisons même du feu avec. Elles donnent beaucoup de travail en fait. Pourtant, les choses commencent à changer. La société Seriti, l'opérateur de Koutala, a récemment créé une branche énergie verte pour s'investir dans l'éolienne et le solaire. La démarche est saluée par Isaac Maoumapelo, qui est dans l'exploitation minière à ciel ouvert. À ce stade, nous sommes conscients que Seriti Green a été créé il y a quelques mois et nous soutenons cette initiative car nous devons diversifier notre organisation en fonction de ce qui pourrait arriver dans un avenir proche pour nous aligner sur les normes internationales. L'Union européenne est sur le point d'adopter une taxe carbone sur les importations, une mesure qui pourrait frapper durement des économies comme celle de l'Afrique du Sud, un geste perçu avec hostilité par certains. Des négociations tendues devraient se conclure avant la COP27 qui débute le 7 novembre en Égypte. De l'électricité, il y en a partout à Doha, au Qatar. C'est le dernier virage avant le démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun est l'une des 5 équipes africaines qui disputeront cette compétition très attendue. Les Lions indomptables ont entamé leur préparation en octobre dernier. Le stage s'est ensuite poursuivi avec un effectif constitué en majorité des joueurs locaux. La sélection nationale a pris la route du Qatar le 10 novembre. Retour sur ces préparatifs avec notre correspondant Emmanuel Jultap. Le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, brandit le drapeau du Cameroun au stade Omnisport de Yaoundé avant le coup d'envoi du match amical face à la Jamaïque. Un match de revoir
présidé par l'un des plus proches collaborateurs du président Paul Biya, le ministre Samuel Mvondo Ayolo. C'est au terme de cette rencontre, soldée par un score de parité d'1 but partout, que le sélectionneur-manager Rigobert Song a publié la liste des 26 retenus pour la Coupe du Monde. Mes collaborateurs et moi, dans le staff, avons parcouru tous les points, essayé de voir lesquels correspondaient à ce que nous recherchons. Mais nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui a choisi de faire ce métier. 24 joueurs professionnels et 2 joueurs locaux seront de l'expédition au Qatar. À Yaoundé, certains choix du sélectionneur national divisent. L'absence de Ngando dérange. Koulou seul ne peut rien. Si on pouvait rappeler Ngando dans cette équipe-là, vrai, ça devait aller. Ce n'est pas sûr que c'est Koulou qui remplace Ngando. Il y a d'autres défenseurs qu'on a recrutés, qu'on a sélectionnés, qu'on ne connaît pas encore. Vraiment, faisons confiance. Si le coach estime que Ngandé n'est plus rentable, bon, c'est lui qui porte la responsabilité de l'équipe. Hein? Bon, moi, je trouve que le retour de Nicolas Nkoulou peut bien boucher le trou. Lors de l'annonce de la liste des 26, le coach des Lions Indomptables n'a pas souhaité commenter cette décision. Jusqu'ici, le Cameroun n'a engrangé aucune victoire lors des matchs amicaux livrés face aux sélections moins capées que la Suisse, la Serbie et le Brésil, que les Lions Indomptables vont croiser en match de poule. On a joué l'Ouzbékistan, on a pris 2. On a joué la Corée du Sud, on a pris 1 but. Peu importe le niveau de l'adversaire qui est là, est-ce qu'on ressort les ballons comme il le faut? Est-ce que lorsqu'on a déjà fait 2 passes dans notre temps, on recherche la solution vers l'avant? Est-ce que ça passe avec un adversaire bas? Parce que ça passe avec un adversaire moins capé. Avec un adversaire capé, ça peut toujours passer. Le plus important, c'est de rester appliqué. Avant le coup d'envoi de la compétition, l'encadrement technique des Lions Indomptables aura un autre regroupement avec l'effectif au complet. Il y a un autre match qui est prévu contre le Panama, je pense le 18. Donc on aura aussi du temps pour profiner, pour travailler sur certains points qu'on a constatés en Corée. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le Cameroun va participer à sa 8e Coupe du Monde. Le pays a atteint en 1990 le stade des quarts de finale en Italie. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. Et on va rester au Qatar. Si vous faites partie des invités ou des fans qui assisteront à la Coupe du Monde, vous serez peut-être vous aussi dans ce bateau de luxe. Les navires seront l'endroit idéal pour les fan zones. Il y aura tous les types d'activités avec les écrans et tout le reste, explique le président exécutif de MSC Croisière. Achevé cette année, le MSC Europa, c'est le nom du navire, peut accueillir jusqu'à 6700 passagers et est l'un des plus grands paquebots de croisière au monde. Il compte 22 ponts, 26 000, ou plutôt 2600 cabines, 13 restaurants à bord et mesure plus de 300 mètres de long et est alimenté au gaz liquéfié. On peut y nager dans l'une des 6 piscines et même profiter d'un toboggan appelé Venon qui descend de 11 étages. L'Europa est l'un des 3 navires MSC qui assureront l'hébergement pendant la Coupe du Monde. Parmi les invités que vous pourrez y rencontrer si vous vous y trouvez, il y aura notamment les épouses et les partenaires de l'équipe anglaise. Voilà, très beau. Tout cela, Le Monde aujourd'hui est fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.